est 12h31 sur RTCI. Notre dossier du jour, la crise politique en Libye, la crise libyenne. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques jours dans tous les médias. C'est dire à quel point ce sujet inquiète les Tunisiens. Une intervention militaire en Libye est-elle imminente? Quelles seraient ses conséquences sur toute la région, que ce soit en Libye ou dans les pays limitrophes? Peut-on espérer une solution politique dans les prochains jours? On en parle avec l'invité du midi, Elias Sidewi, politologue et directeur du Centre arabe des recherches et d'analyse politique et sociale. Il est avec nous en direct de Genève. Elias Sidewi, bonjour. Bonjour. Alors, les déclarations ici et là, les réunions des hauts cadres, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, ça laisse croire en tout cas que cette intervention aura lieu et peut-être prochainement, au vu bien entendu aussi de la prolifération des groupes terroristes et puis des échecs à trouver des solutions politiques. Alors, le 14 février, le Conseil présidentiel libyen a déclaré avoir soumis une nouvelle proposition. Est-ce que, Elias Sidewi, on peut espérer un dénouement politique à cette crise dans les prochains jours ou non? Non, je ne pense pas. J'étais parmi les pessimistes de ce qui se passe en Libye dès l'année 2011. J'étais même sur l'antenne en direct France 24 en français et j'ai dit le tableau est noir, il sera noir pour des années. Et je suis pessimiste. Et j'ai mes raisons scientifiques en plus. Pourquoi je suis pessimiste? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les raisons d'ordre structurel. On parle des structures en sciences politiques. Les structures, c'est quoi? Un État, une armée, c'est la colonne vertébrale de tout État, des services secrets de renseignement, une police puissante qui maîtrise la sécurité intérieure. Or, tout ça n'existe pas aujourd'hui en Libye. On n'a pas un État, on n'a pas la colonne vertébrale qui est l'armée nationale, et on n'a pas une police nationale et des services secrets qui peuvent lutter contre le terrorisme. Donc, l'intervention étrangère en Libye a éliminé pas uniquement le clan de Gaddafi, comme c'était le cas en Tunisie et en Égypte, mais à la fois le clan, le gouvernement, le régime et l'État. Donc, on s'est trouvé dans un vide total. Ce vide est rempli par quoi? Soit par l'anarchie, soit par le terrorisme. Le terrorisme prospère toujours dans les endroits où l'État est fragilisé, où l'État n'existe pas, ou parfois des transitions démocratiques. C'est pour cette raison qu'on a du terrorisme en Afghanistan, en Mali, en Somalie, relativement en Tunisie dans la phase transitoire, en Irak, mais dès qu'on a un État fort, une armée puissante, des services secrets sont forts, c'est comme le chat et la souris, ça veut dire le terrorisme ne peut pas prospérer. Or, ce qui s'est passé, on a laissé la Libye. On a laissé la Libye dans un drame, dans le quotidien. L'OTAN est intervenu juste afin d'éliminer un régime, c'est bon, et après. C'est l'après qui s'impose aujourd'hui. Moi, j'étais par exemple invité par l'Union européenne à Lisbonne, dans un colloque qu'on traite le terrorisme. Et la Tunisie, d'ailleurs, elle était présente. Parmi 5 États arabes, le reste sont les pays membres de l'Union européenne. Mes auditeurs, c'était des officiers de la police, soit arabes ou à la majorité européenne, en uniforme ou sans uniforme, ceux qui s'intéressent au terrorisme. Et j'ai posé la question suivante. Je comprends bien qu'à Paris ou à Bruxelles, il y a des cellules terroristes dormantes que les services secrets n'arrivent pas à les localiser, mais Daesh à Sirte n'est pas une cellule secrète dormante. C'est un micro-État avec ses drapeaux noirs, ses blindés, son budget, ses lois, etc. Et devant tout le monde, devant la 6e flotte américaine, devant l'OTAN, en fait, bref, c'est visible. C'est des terroristes visibles. Or, on laisse faire. Pourquoi? Apparemment, il y a une fonction. En sciences politiques, on parle toujours de fonctionnalisme. Ça veut dire, s'il y a une situation ou une structure qui vient d'apparaître, c'est pour remplir une fonction. Alors, quelle est la fonction de Daesh en Libye? On a compris que la fonction de Daesh en Syrie et en Irak, c'est diviser à la fois la Syrie et l'Irak. C'est Bernard Bajolet, le directeur de la DGSE française, Direction générale de sécurité étrangère, ça veut dire les services de renseignement étranger qui appartiennent au ministère de la Défense française, qui a dit le 27 octobre 2015, après sa réunion avec ses homologues américains et britanniques, tout court, oubliez les anciennes cartes de la Syrie et de l'Irak, on a des nouvelles pour vous.
si je résume, donc il y a un laisser-faire pour légitimer une intervention. Pour plusieurs raisons, à mon avis. Tout d'abord, autant que le pétrole coule et les Libyens achètent avec ce pétrole des armes, ils s'entretuent, ça ne gêne pas les grandes entreprises internationales. Dans une seule journée, dans la fameuse bataille entre les forces de Fajr libyens et Zintan, parce que Zintan il dominait l'aéroport international de Tripoli, les Libyens, ils ont détruit 20 appareils Boeing et Airbus. Oui. Qui va gagner dans cette affaire? C'est simple. C'est le patron de Boeing et le patron d'Airbus. Parce que les Libyens exportent du pétrole, ils achètent des armes, ils s'entretuent, ils cassent leur infrastructure et ça continue. Ça ne veut pas gêner, je veux dire. C'est comme la guerre entre l'Irak et l'Iran pendant 8 ans, ça n'a gêné personne. Entre Saddam Hussein et Khomeini. La même chose, le conflit ne peut pas gêner autant qu'il est rentable pour les grandes entreprises internationales, etc., autant que le pétrole est sécurisé aussi. Donc, aujourd'hui, ces interventions, c'est pourquoi? Pour quelles raisons on intervient? Si Daesh menace, oui, on comprend, mais au lieu d'intervenir, par exemple, moi j'ai proposé une solution très simple, c'est renforcer l'armée nationale libyenne embryonnaire. Parce que vous savez qu'il y a des sanctions de la part des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne vis-à-vis de l'armée nationale libyenne. On ne vous donne pas des armes et on ne veut pas une victoire de l'armée nationale contre les forces de Fajr libyens ou vice-versa. Plus que ça, aujourd'hui, la Libye est divisée. C'est un fait accompli d'ailleurs. En 2011, la presse occidentale a parlé que la Libye, en fait, c'était trois États. La Libye réelle pour eux, c'est la Cyrénaïque dans la capitale Benghazi, la Tripolitaine dans la capitale Tripoli et le sud, le Fazal. Où il y a le pétrole en Libye. Pour les Tunisiens, on doit savoir le pétrole il est où. Parce que c'est très important, quand on parle en sciences politiques, en relations internationales, on doit oublier les valeurs. Les flottes et les guerres ne se font pas à cause des valeurs, mais à cause des intérêts économiques, ni plus ni moins. C'est simple. D'accord. Donc finalement, quels sont les scénarios qui se dessinent pour les prochains jours? Donc cette intervention militaire, elle aura bien lieu? Moi, je pense que l'intervention, ce sera plus par voie aérienne et bombardement des missiles et de bombardiers, beaucoup plus qu'une intervention par voie terrestre massive. Parce que je vois mal, par exemple, 100 000 hommes européens et américains sur le sol libyen. Rappelons-le, les Américains et les Britanniques ont perdu la guerre de l'Irak. C'est un tabou. Les Américains ont perdu plus que 5 000 morts et on parle de 50 000 blessés. Donc il y a eu un Vietnam irakien dont les médias souvent le négligent et ne veulent pas trop en parler. La même chose en Afghanistan. Est-ce qu'on craint ce scénario aujourd'hui en Libye, Comment? Est-ce qu'on craint ce scénario aujourd'hui en Libye, un scénario à l'irakienne, justement? Moi, je pense aujourd'hui, la stratégie de l'OTAN et des Américains a beaucoup changé. On ne veut plus l'intervention par voie terrestre parce que ça coûte cher pour les êtres humains et ça va peser lourd sur l'opinion publique européenne, occidentale. Donc, c'est l'intervention massive par voie aérienne. Et ça, c'est facile, c'est simple. Mais en faveur de qui? En faveur de Fajr libyen ou en faveur de l'armée nationale libyenne? Oui. Si on intervient massivement, moi, je pense que c'est vers la division de la Libye. Parce que le projet de diviser la Libye est prêt. Il y a les stratèges qui veulent que la Libye devienne comme avant, ça veut dire trois États, Fazal, la Tripolitaine et Cyrénaïque. Mais le problème, c'est encore plus complexe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a plus que trois États. On a environ 5-6 micro-États, en fait, des structures de pouvoir. En sciences politiques, je ne peux pas parler d'un État parce qu'il doit être reconnu par l'ONU, mais on parle des structures de pouvoir. Zintan, par exemple, c'est indépendant, c'est une structure de pouvoir. Fajr libyen, c'est un groupement des milices, parfois ils s'entretuent entre eux. Misrata, elle a son conseil militaire, c'est une structure de pouvoir indépendant. Le Tabou, au sud, c'est la même chose. Daesh à Sirte ou Daesh à Sabrata, c'est la même chose. Ansar Sharia à Derna, c'est la même chose. L'armée nationale libyenne à Tobruk et à Benghazi aussi, elle a une structure de pouvoir. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus que trois États, on a plusieurs structures de pouvoir.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que l'intervention de 2011, parce que la Libye a vécu une guerre civile, ni plus ni moins, l'OTAN a pris une partie en faveur des opposants contre le régime de Gaddafi. Aujourd'hui, l'intervention, c'est en faveur de qui? C'est ça la grande question. On va faire de Tobruk, on va faire de Tripoli, les deux, en faveur de Zintan, de Masrata, ainsi de suite. Moi, ce que je pense, il faut oublier cette histoire de valeurs, liberté, démocratie. Hein. Les flottes ne se mobilisent pas pour propager la liberté et la démocratie, mais tout court pour les intérêts stratégiques. Moi, je pense que toute intervention militaire a pour objectif de sécuriser les champs pétroliers. La Libye est-il, la Libye fertile, parce que Daesh Assad commence à menacer sérieusement le pétrole libyen. Il veut posséder ce pétrole, il veut maîtriser ce pétrole, il s'approche vers les champs pétroliers et les puits de pétrole. Donc là, c'est un tabou. Sauf l'OTAN où les Américains trouvent un arrangement avec Daesh. Parce que Daesh, en Syrie aussi, vend son pétrole aux Turcs, et les Turcs le commercialisent à l'Union européenne. Mais avec 6 et 7 dollars le baril au lieu de 30 dollars aujourd'hui. Il y a aussi une autre question qui est sensible en Libye. En fait, c'est le conflit entre les grandes puissances occidentales vis-à-vis de la Libye. Parce que nous savons bien que c'est la France qui a mobilisé l'Occident, c'est la France qui s'est engagée militairement et médiatiquement dans la question libyenne, mais beaucoup peut-être de Tunisiens ne savent pas que la France a été chassée de l'espace vital libyen, parce que l'espace vital libyen est américain. Les Américains ont chassé les Français. Merci, vous avez fait votre guerre médiatique et militaire, maintenant c'est à nous. Le pétrole libyen ne pourrait pas être un pétrole français. Vous, la France, vous n'êtes pas une puissance mondiale comme les États-Unis d'Amérique. Et quand on parle des intérêts, là, il n'y a plus d'amis et des alliances. Chaque État travaille pour son propre intérêt. Donc, on a déjà, c'est pour cela qu'on a constaté qu'il y a des déclarations forward de la part des Français, puisqu'ils ne veulent plus s'impliquer trop aujourd'hui, puisqu'ils n'ont rien gagné après leur intervention de 2011. Donc, la Libye, aujourd'hui, c'est un espace vital américain, théoriquement. Deuxièmement, il y a l'Italie. L'Italie, c'était le premier pays européen qui a profité de l'ère de Gaddafi, qui a eu énormément d'investissements en Libye. Les rapports étaient très, très étroits entre Gaddafi et Berlusconi. Aujourd'hui, l'Italie aussi a beaucoup perdu. Cherche, d'une façon ou d'une autre, de récupérer ses intérêts en Libye. Donc, s'il y a une intervention étrangère, ce n'est pas pour la démocratie en Libye, mais c'est pour sécuriser la Libye utile, la Libye fertile, ça veut dire le pétrole. Le croissant pétrolier qui est dominé, rappelons-le effectivement, par les groupes terroristes. Et donc, si je résume, même si le motif avancé de cette intervention, c'est d'aider la Libye à lutter contre le terrorisme et déloger Daesh, c'est surtout, si je résume ce que vous avez dit, c'est une guerre d'intérêt. Et donc, c'est pour sécuriser justement ce croissant pétrolier et c'est pour sécuriser la Libye fertile. Donc, vous avez donné justement les intérêts, comparé les intérêts des uns et des autres. Parlons des pays limitrophes. La position de la Tunisie, par exemple, par rapport à une éventuelle intervention, elle est claire, tout comme celle de l'Algérie. Elles sont opposées à toute frappe internationale. Est-ce que cela suffit à convaincre la communauté internationale ou est-ce que là encore vous restez quand même pessimiste? Non, écoutez, la communauté internationale aujourd'hui en tant que concept n'existe plus. Après les 6 vétos sino-russes au sein du Conseil de sécurité, contre toute intervention militaire en Syrie, c'est fini le concept de la communauté internationale. Aujourd'hui, on est en pleine guerre forward entre l'axe Paris-Londres-Washington d'un côté et l'axe de BRICS, les 5 pays forts, puissants économiquement aujourd'hui. BRICS, c'est Brésil, Brésil, Russie et Inde, c'est Chine, Est, Sud-Afrique. Donc, c'est 5 pays qui sont tous opposés contre toute intervention militaire en Syrie, représentent aujourd'hui un axe. Et il y a eu des liens entre Benghazi, le gouvernement de Tobruk, et notamment Khalifa Haftar, avec les Russes, par le biais des Égyptiens. Ça veut dire, si c'est l'armée égyptienne, était l'intermédiaire entre les Russes
et Khalifa Haftar, afin d'armer l'armée nationale libyenne, parce qu'elle est sanctionnée par les Européens. Et ça veut dire que les Russes, ils cherchent aussi cette brèche en Libye, comme ils l'ont trouvé en Syrie, afin de lutter aussi eux-mêmes pour leurs intérêts. Et là, ça affole les États-Unis d'Amérique, comme j'ai dit, parce qu'ils pensent que la Libye est leur espace vital. Nous, la Tunisie ou l'Algérie, la Tunisie surtout, c'est un petit pays qui n'a pas une puissance militaire comme l'Égypte ou l'Algérie, il faut le dire. Et je comprends bien aussi la politique de Beji Caïd Sebsi, qui est une politique réaliste. On ne peut pas rompre nos relations diplomatiques avec ni Tripoli ni Tobruk, parce que Tripoli c'est le fait accompli et Tobruk c'est reconnu par la communauté internationale, par l'ONU. Mais pour nous, les Tunisiens, c'est le fait accompli aussi, c'est le réalisme, ça veut dire à côté, à notre frontière, qui gouverne, qu'il soit reconnu ou soit pas reconnu, c'est un fait accompli. Donc, il y a une structure de pouvoir, même si c'est pas un État, on doit trouver une solution, un arrangement avec cette structure de pouvoir. Bon, on a creusé ce fameux fossé, les Algériens ont fait la même chose. L'Algérie, ça ne se cache pas, elle est en train de s'armer jusqu'au dos, elle a acheté plusieurs appareils de MiG, des Sukhoi et des hélicoptères antiterroristes, les Mi-5 russes. Donc l'Algérie s'arme chaque jour de plus en plus et se prépare pour cette guerre. L'Égypte aussi. Nous savons bien que les terroristes tunisiens ou algériens ou égyptiens ont été entraînés ou armés par des armes qui viennent de la Libye. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en Tunisie? On doit défendre évidemment notre pays. On a une armée. Heureusement que la frontière, c'est des déserts, ça veut dire c'est facile de repérer tous ceux qui veulent pénétrer le sol tunisien d'une manière illégale. Et je pense qu'il y a une collaboration très très étroite militairement avec l'Algérie, puisqu'elle a une armée puissante. Et on va voir, mais malheureusement, il faut le dire, la voix tunisienne et la voix algérienne ne peut pas peser trop contre l'OTAN si elle décide d'intervenir afin de sécuriser ses propres intérêts économiques et le croissant fertile du pétrole. Alors oui, vous avez dit, c'est vrai que l'Algérie et la Tunisie se préparent, donc c'est parce qu'on est tenu effectivement, c'est de redoubler de vigilance, de prendre toutes les précautions nécessaires, que ce soit sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan humanitaire. Donc il y a tout un travail qui se fait en Tunisie et même économique, donc pas mal de mesures ont été prises. Mais par rapport justement aux conséquences, que craint-on ici, si je parle de la Tunisie, c'est-à-dire quelles seraient, disons, les conséquences de cette guerre sur la Tunisie, mais aussi sur les autres pays limitrophes. Mais parlons principalement de la Tunisie. C'est l'émigration massive des Libyens vers la Tunisie, pire que 2011. Ça veut dire aujourd'hui, on a des chiffres différents, mais on parle même d'1 million de Libyens en Tunisie, et ce qui a fait, entre autres, qui explique l'inflation en Tunisie, surtout en matière de location, de logement, ainsi de suite. Donc, on va voir une immigration massive qui vient de la part des Libyens et des étrangers qui vivent en Libye. Donc, on va avoir des camps de réfugiés en sud. Et il y a une possibilité aussi que les terroristes de Daesh, et qui se massent aujourd'hui en Libye, attention, ils sont en train de fuir chaque jour la Syrie et l'Irak parce que la bataille est perdue après l'intervention russe. Ils sont en train de subir chaque jour une défaite militaire et l'armée syrienne est en train de gagner du terrain. Maintenant, elle est arrivée jusqu'à la frontière turque. Donc, apparemment, des bateaux. Il y a tout le contrôle justement qui a été fait au niveau des frontières. Voilà. Donc, aujourd'hui. Le mur ou alors le contrôle électronique qui a été annoncé par le ministre de la Défense. Est-ce que ça suffit? Non, bien sûr, bien sûr. Déjà, les États-Unis d'Amérique et sa puissance électronique et ses satellites et sa force militaire n'arrivent pas à sécuriser ses frontières avec le Mexique. Et chaque jour, on sait bien qu'il y a des contrebandes et qui s'infiltrent d'un côté ou de l'autre. Alors, il s'agit de la Tunisie, évidemment, on n'a pas les moyens. Et aucun pays ne peut garder sa frontière mètre par mètre. Donc, il y aura toujours des brèches. Ça, c'est technique, c'est militaire, que ce soit des grandes puissances, des petites puissances. Mais la peur et la crainte, c'est que l'anarchie se propage. Ça veut dire nos cellules dormantes de Daesh en Tunisie, les cellules dormantes de Daesh en Algérie ou en Égypte se réveillent.
parce qu'il y a le chaos, parce qu'il y a l'infiltration peut-être des armes ou des voitures, ces fameuses 4x4 avec leur DCA M14. Donc il y a cette possibilité qu'on voit des centaines de 4x4 qui ont pénétré le sol algérien ou tunisien ou égyptien, et le réveil des cellules dormantes de Daesh, et le retour des Tunisiens, on a 3 000, 5 000, il y a ceux qui parlent même de 6 000 Tunisiens en Syrie et en Irak, le retour, parce que apparemment la majorité ne rentre pas directement en Tunisie, mais s'installe en Libye. Là, il y a des craintes et des peurs que le chaos se propage. Mais évidemment,